Bonjour à tous. Déjà, avant de commencer, tu as peut-être 2 mots à dire pour nous présenter? Oui, moi c'est Jean-François. Et moi, c'est Daya. Et aujourd'hui, on va vous parler de quel sujet, Jean-François? On va vous parler des extensions de navigateur. Mais juste avant, Daya, je sens que le public qui revient de pause est un petit peu mou. C'est vrai, je les vois un peu endormis. Qu'on fasse un petit selfie un petit peu en mode tête Donald Trump. Faites votre meilleur Donald Trump face. 1, 2, et voilà. Magnifique. Super. Merci. Alors, avant qu'on aille plus loin, Jean-François, dis-moi, c'est quoi ce deuxième again dans la première slide? En fait, tu te souviens peut-être qu'en février, on avait déjà fait une présentation en interne. Ah mais oui, le bon vieux temps. Mais cette fois-ci, on va essayer d'être un petit peu plus... faut pas se tourner. Mais t'es là en petit, mais quand même grand, parce que l'écran est grand. C'est vrai. Alors, dans ce cas-là, maintenant que je me suis un peu souvenu de tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter les Web Extensions, et puis on va le faire en 3 parties. On va commencer par vous donner une petite définition, une petite présentation de ce qu'est une extension de navigateur. Après, on prendra le temps de faire un live coding ensemble pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis on finira par parler un petit peu des next steps quand vous aurez développé votre extension, c'est-à-dire qu'on va parler un peu de packaging et puis de déploiement sur les différents stores des navigateurs. Allez, c'est parti. D'ailleurs, c'est quoi une extension navigateur? Très bonne question, Jeff. Avant qu'on aille un peu plus loin, j'ai une petite question pour continuer de réveiller la salle. Qui ici a déjà utilisé une extension de navigateur? Waouh, ok. Bon, je pense qu'on peut limite zapper cette partie. La deuxième question, pour aller aussi un peu plus loin, c'est qui ici a déjà tenté de développer une extension de navigateur? Je vois quelques mains levées et c'est plutôt rassurant, mais c'est pas assez à mon goût. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une extension de navigateur, c'est un petit bout de logiciel qui va permettre d'étendre les fonctionnalités natives de votre navigateur. Dans cet exemple sur Chrome, ça apparaît en général sous la forme d'une icône à droite de votre barre d'adresse. On va avoir plusieurs catégories principales, d'un point de vue sécurité, vie privée, et celle que certainement la majorité d'entre vous ici a utilisée, c'est AdBlock Plus, qui vous permet de bloquer les publicités. Il y a une autre catégorie d'extension de navigateur qui vous donne un petit boost de productivité. Ma préférée de loin, c'est Pocket, qui vous permet, lors de votre journée de travail, de mettre de côté des liens d'articles, de vidéos, de gifs, et puis de les consulter une fois chez vous ou dans le métro. Et puis pour finir, il y a une autre catégorie que je voulais citer, qui est la catégorie des extensions pour aider les gens qui ont des problèmes d'accessibilité, et notamment qui vont permettre d'augmenter automatiquement le contraste des images sur les sites internet, ou bien de changer la colorimétrie pour ceux qui sont atteints de daltonisme. Alors, dans quel contexte ça va fonctionner? Ça va fonctionner sur les gros navigateurs, mais il faut savoir que chacun a décidé de faire un peu les choses à sa sauce, donc soit on utilise le namespace Chrome, soit on utilise Browser, et soit on utilise des callbacks, soit on utilise des promesses. C'est vraiment pas pratique tout ça, c'est un peu hétérogène. Alors du coup, on a trouvé une petite toolbox, une boîte à outils open source qu'on peut utiliser pour pallier à ce souci qu'on a eu, donc qui s'appelle Web Extension Toolbox. Cette toolbox va se baser sur un travail préliminaire de Mozilla qui a mis en place un polyfill. Donc un polyfill, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de rustine numérique qui va nous permettre d'harmoniser les API, les namespaces des API qu'on va utiliser, afin d'avoir une seule codebase pour ensuite avoir un déploiement sur l'ensemble des stores de navigateurs que l'on souhaite cibler. Parfait. Alors c'est quoi le point d'entrée des web extensions d'ailleurs? Oui, on va rentrer dans le cœur du sujet, ça y est, on y est. Une extension de navigateur, c'est quoi? C'est tout d'abord un fichier manifeste JSON. C'est un peu la pierre angulaire de votre extension. Ce manifeste va permettre de lister les caractéristiques de votre extension et notamment va permettre d'inclure une background page ou un background script qui est un code qui va être exécuté en tâche de fond de votre navigateur pendant toute sa durée de vie, voire même après qu'il soit éteint, car il y a souvent un agent qui reste chargé sur votre OS. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une page d'options qui vous permettra de modifier les détails de fonctionnement de votre extension. Après, on verra qu'on peut ajouter des scripts de contenu qui vont être, en fait, dont le contexte va être limité à la page ou à l'onglet que vous consultez. Vous pouvez avoir aussi des browser actions ou des page actions qui vont se manifester sous la forme d'une icône qui apparaîtra dans la barre d'adresse du navigateur ou dans la barre d'outils.
Et puis un dernier exemple de caractéristique pour la route, c'est une sorte de whitelist de ressources que vous pourrez charger dans les autres sections de votre extension de navigateur. Donc c'est une section qui s'intitule Web Accessible Resources. Et ben c'est parti. On va live coder ? Notre live coding. Alors on va faire un petit switch d'ordinateur en espérant que tout fonctionne. Esprit de Jérôme Bonaldi, es-tu là ? Ceux qui ont moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Ok. On va lancer l'enregistrement pour la forme. Et c'est parti. On va commencer par une première étape, une étape d'initialisation. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'afficher en fait, régulièrement, à partir d'une petite alarme, un GIF qui va dire à l'utilisateur. Qui va dire à l'utilisateur qu'il est temps de faire une pause, un peu dans l'esprit de Pomodoro, pour ne pas trop aller dans le burn-out. Et il y a une petite fonctionnalité supplémentaire à cette extension, Jean-François ? Ouais, alors on va essayer de customiser un petit peu le truc avec des options. Tout à fait. Pour ajouter un peu de fonctionnalité, quoi. Et vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on a au préalable défini un squelette de notre projet qui contient la petite toolbox dont on vous a parlé il y a un instant. Et là, Jeff est en train de remplir le manifeste JSON avec des données qui sont de quel ordre ? Alors, j'ai mis un nom, une version. Il faut savoir que le manifest version est aussi... donc, les 3 premiers sont obligatoires. Alors là, une petite description, une petite extension qui est trop bien. Homepage URL, ça peut être utile si vous voulez par la suite permettre à l'utilisateur d'accéder en cliquant directement dans le lien qui sera sur l'icône de la barre d'outils. Take a break. Et puis, je mets une icône. Hop. Donc à partir de là, on a notre projet minimal. Vu qu'on utilise la toolbox, avant d'aller l'ajouter dans Chrome, on va peut-être lancer un petit script qui va nous permettre de générer une version de l'extension qui contient toutes les informations nécessaires pour qu'elle soit exécutée correctement dans Chrome. C'est prêt. Donc là, il me l'a buildé. Maintenant, je vais sur la page des Chrome Extensions. Est-ce que tout le monde voit bien ? Oui, super. J'active le mode développeur et je demande de charger une extension non impactée qui doit être quelque part sur le bureau. Take a break, dist, et là, le build de Chrome. Sélectionné, hop, elle est apparue. Et là, j'ai ma belle petite icône. Je peux cliquer et là, je peux même aller sur GitHub. Donc voilà, ça fait pas grand-chose, mais c'est le MVP, hein, on est d'accord, on va itérer à partir de là. La prochaine étape, c'est quoi, Jeff ? Alors là, on vient de faire ça. On vient de créer notre manifeste et en fait, c'était vraiment le bootstrap de notre web extension. Et maintenant, on va partir sur une petite alarme. Donc, on va utiliser l'API du browser qui s'appelle Alarms. Donc, pour ça, je vais créer un script de background. Hop. Je vais aller dans mon manifeste et je vais lui dire que j'ai en fait un fichier de background qui devra lancer, et j'ai besoin de la permission des alarmes. Voilà, la petite info supplémentaire, c'est que les extensions de navigateur sont soumises à du scoping. Donc pour éviter de faire trop de choses dangereuses avec un navigateur et une extension, on va demander explicitement des autorisations. Et ici, on va demander l'autorisation d'effectuer, de runner du code avec une périodicité. Donc ensuite, je vais dans mon fichier de background, je crée une nouvelle alarme avec un délai 1 minute, parce que pourquoi pas. Les secondes, ça aurait été trop simple. Donc là, ça va faire toutes les 6 secondes déclencher mon alarme. Ensuite, j'ajoute un listener sur l'API en alarme des alarmes. Et ce listener, fail. Hop, ce listener, il va me lancer un fichier audio à chaque fois que j'ai mon alarme qui trigger, et puis il va me faire un console log. Cool. Donc pour l'instant, c'est assez explicite. Si on jetait un œil à ce que ça donne. Alors normalement, effet démo en moins. Ah, il faut du son. Apparemment, il faut du son.
Toutes les 6 secondes. Toutes les 6 secondes, Toutes on a les maintenant 6 notre petit bruit de Casio. Et on ne le voit pas pour l'instant, mais dans la console, on a notre petit coucou qui C'est vrai que je peux s'affiche. afficher là. Je vous N'ayez le pas laisse peur, ou on je va mets en garder pause le bruit jusqu'à la fin de la présentation. Et là, on voit qu'il y a cool, là. Cool. C'est cool. Je vais laisser le son, oui, parce que c'est quand même plus cool. C'est pour rendre fou Jérôme. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va essayer d'ajouter un petit peu de configuration à tout ça. On va se créer... Le cœur de notre extension, c'est quand même de récupérer des GIFs. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'API de Giphy pour récupérer un GIF aléatoire, tout simplement. Et puis, si tout va bien, on remplacera notre console log par une URL de GIF récupérée. Donc pour ça, et pour vous éviter une lecture du code, on va vous le décrire très rapidement. On a une clé d'API, une URL de base pour notre endpoint, et ensuite on fait un fetch tout simple qui récupère un flux JSON Et qui nous retourne une URL. Maintenant que tout le monde a retenu par cœur ma clé d'API, je vais pouvoir aller dans le background et l'utiliser. L'avantage de la toolbox, c'est qu'on a du bundling avec Webpack pour ceux qui sont dans le front-end et que ça nous permet de faire des imports ES6, même si, en effet, les toutes dernières versions des navigateurs gèrent les imports ES nativement. Voilà, donc là j'ai mis à jour tout simplement mon console log. Cette fois-ci je récupère le GIF qu'on a depuis notre libgiphy. Et cette fois, à la place de loguer je vais quand même remettre le son pour l'occasion. Cette fois, à la place de loguer cool, eh ben on log une URL d'un GIF. Voilà. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. La prochaine étape, c'est donc, si je ne me trompe pas, d'ajouter du content script. Et voilà, on va modifier l'affichage de la page de l'onglet courant du navigateur pour afficher ce fameux overlay qui va nous demander d'aller voir ailleurs quelques minutes. Donc on va créer 2 fichiers, un fichier de content script, un fichier .js, un fichier content script, si j'ai pas les doigts carrés, de CSS. Dans mon manifeste, je vais ajouter une nouvelle entrée content script dans laquelle je peux dire que ça match toutes les URL. Je lui dis, j'ai créé 2 fichiers qui sont contentscript.js et .css. Et comme on va vouloir accéder aux informations de l'onglet courant de l'utilisateur, on va devoir demander une permission supplémentaire que l'on va renseigner dans notre manifeste. Cette permission ici s'appelle ActiveTab. Exactement. Je retourne, je vais générer un script. Script 0, hop. Alors, ça consiste en quoi? Il y a un markup, donc qui va avoir un container pour le GIF, il y aura un titre, il y aura le container du GIF en lui-même, et un bouton, je suis prêt à retourner au boulot. Sous-entendu, il n'est pas vendredi 15h, parce que nous, on a des petits problèmes de bruit dans l'open space le vendredi à 15h. Donc, on va ensuite avoir un listener. Ça va être donc pour remplacer à chaque fois qu'on a un nouveau script qui arrive, un nouveau GIF qui arrive pour mettre le bon. Et puis, ce qui va vous intéresser, c'est cette API, Browser Runtime On Message, qui va recevoir un payload qui va contenir le lien du GIF. Ce payload, on va l'envoyer comment, Jean-François? Ce payload, on va l'envoyer, mais d'abord, je vais mettre le CSS ici. C'est mieux si c'est joli. Moche. Et puis ici, je dois du coup ici envoyer. Je crois que c'est toute la fonction. Non. Ah. Et donc ici, on va faire une requête pour récupérer l'onglet courant. Donc on le voit ici avec browser-tabs.query. Ça, on n'aurait pas pu le faire sans la permission qu'on a ajoutée dans le manifeste. Exactement. ActiveTab. Et une fois qu'on l'a récupéré, on envoie ici sur l'API SendMessage l'URL pour que le content script soit au courant. Je crois que j'ai rien oublié. Maintenant que c'est enregistré,
Est-ce que ça va se rafraîchir? J'ai dû oublier un truc, tu vois. Une belle Non, erreur. je pense que tu peux rafraîchir une page. Hein, ouais. Ouais. Alors, on a le bruit, mais on n'a pas l'image. Qu'est-ce que j'ai oublié de sauvegarder? Ça m'a l'air bon. Est-ce que tu peux... Ouais. Donc on va tenter sur un nouvel onglet. Voilà. Parfait. Donc on est bien prompté par l'extension qu'il est temps de faire une pause. Ici avec une fréquence un peu trop violente à mon goût, mais on est en train de développer, il faut aller plus vite. Peut-être que le réseau n'est pas assez à la hauteur. En tout cas, on est prêt à retourner au boulot. Ça nous enlève bien le truc. C'est parfait. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et de changer la périodicité, par exemple, ou bien peut-être même de récupérer des gifs selon une certaine thématique. Ouais. C'est parti. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est créer donc un ensemble d'options sous la forme d'une page HTML que l'on va inclure dans le manifeste. C'est parti. Dans mon manifeste, je vais ajouter... Hop. Une page d'options. Donc ça me permet de faire le lien. Et puis je vais lui donner une petite permission parce qu'on va stocker, on va utiliser l'API de storage pour stocker la config. Et ici, justement, on va se créer un petit fichier de config qui va gérer ça. Je vais te laisser l'expliquer. Oui, on va avoir un bout de code métier qui va gérer la récupération et la sauvegarde de la configuration. Donc c'est un simple jeu de fonctions qui va wrapper les API des Web Extensions. Donc il y a une fonction qui permet de les charger, une fonction qui permet de la récupérer. On prévoit quand même le petit edge case qui va nous permettre de récupérer une config par défaut si nécessaire. Hop. Donc là, tout simplement, on utilise l'API ici storage. On récupère et on charge. Enfin, on fait un get et on fait un set, tout simplement. Et du coup, ce fichier-là, on peut l'utiliser dans notre script d'options, j'imagine? Ouais. On va initialiser ici nos options. Oups. 0. Je ne veux pas auto-compléter. Voilà, le markup, on va s'en passer. C'est des inputs et des radios dans lesquels on met juste, on permet de choisir entre une API search et une API random, et puis avec une input text qui permet de passer les tags. Le CSS qui va avec, je vous l'épargne. Ce qui va nous intéresser, c'est le script d'option. Pour ça, on va importer le fichier de config que l'on a créé précédemment. Et puis, il y a toute une, je vais vous en parler 2 secondes, il y a toute une logique où en fait on va charger la configuration, on le voit ici sur la ligne 5, config.load. On va provisionner les champs du formulaire selon les paramètres de la configuration, et puis on va attacher des event listeners sur les changements de ces champs de formulaire pour mettre à jour la configuration de façon atomique. Maintenant, on peut l'utiliser dans le background. Ben oui, tout à fait. Cette config que l'on vient de mettre en place, il va falloir s'en servir. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va wrapper le gestionnaire des alarmes pour pouvoir relancer une alarme programmatiquement si on change la périodicité dans la config. Et puis ensuite, on va charger la configuration. Ouais, là-dedans. On va charger la configuration pour stocker la valeur actuelle, utiliser l'API des Web Extensions Browser Storage Unchanged qui nous permet d'être notifié quand la configuration est changée pour permettre de refléter ces changements. Et enfin, on va étendre le fonctionnement de notre fichier Jiffy pour permettre de prendre en compte 2 paramètres qui sont le mode, search ou random, et du coup les keywords si nécessaire. Après, il n'y a plus qu'à modifier du coup la signature de notre... C'est que
que ça. Ouais. GIF 1. Voilà. Et voilà. Donc, si on faisait un petit test pour terminer sur une bonne note. Pour pas se faire avoir, on va directement mettre un nouvel onglet Again. Donc aujourd'hui, on a le fonctionnement random qui existe pour l'instant, et puis on va modifier la configuration pour tenter de récupérer des gifs par hasard, des gifs sur la thématique de Donald Trump peut-être ? Allez. C'est pas Trump. Eh ben Trump voilà. Le petit Trump. Oui. Donc merci beaucoup. Attends. Donc c'est tout pour le live coding. On va repartir sur le reste de la présentation. Il nous reste quelques secondes pour vous faire les next steps. Ouais, super. Alors, on va repasser sur les steps, voilà. Ça, c'est ce qu'on n'a pas dit, mais qu'on a fait. Je vais vous parler 2 secondes du packaging et du deployment. Le packaging, c'est super compliqué. Il faut prendre tous vos fichiers qui constituent votre extension. Point 2, vous allez en faire un fichier zip. Merci. Et il n'y a pas de point 3, voilà, c'était très complexe. Je te la refais. Concernant le déploiement, c'est variable en fonction des différents vendeurs de navigateurs. Évidemment, vous allez devoir prendre en compte le market share. Certains navigateurs vont vous demander de payer des frais d'entrée, 5$ pour Chrome ou entre 19 et 99 pour Edge. Et vous avez ici des liens de référence vers les dashboards. Alors, le futur, c'est un petit peu la slide de l'enfer de la présentation. Il y en a toujours une. C'est la même qu'en février, c'est-à-dire qu'on se demandait si les choses allaient bouger un petit peu et s'il allait y avoir un petit peu d'action au niveau de l'harmonisation. En fait, non, ça ne bouge pas sur le groupe W3C qui s'occupe de ça, donc on est toujours un peu en attente. Enfin, on vous laisse avec quelques liens. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Vous pourrez consulter le code source et le récupérer. Et enfin, voir notre premier talk sur YouTube. C'est le temps des questions. N'hésitez pas à venir nous voir après. Quel magnifique livre avez-vous choisi ? Alors, on a choisi de vous faire gagner un livre en rapport avec les Web Extensions. Il est intitulé Fire and Fury. Tous les secrets de la Maison Blanche, la campagne de Donald Trump. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une image de Donald ? Ok. Des questions ? Merci pour la presse. Alors moi j'ai une question sur la compatibilité. Là par exemple, vous avez demandé des autorisations. Est-ce qu'elles étaient spécifiques à Chrome, celles qu'on vient de voir, ou est-ce que c'est le polyfill qui permettait de ça ? Et quelle est la bonne ressource pour aller vérifier justement ce que je peux utiliser ici ou là ? Alors, je vais répondre. Les permissions sont normalisées. Il faut savoir qu'en fait, Mozilla, quand il a voulu commencer à travailler sur les Web Extensions, c'est basé sur le travail préalable de Chrome qui avait pris de l'avance en fait sur ce concept-là. Donc la plupart des endpoints d'API et puis des permissions viennent de Chrome et sont maintenant reprises par Mozilla, Firefox et par Edge. Donc tu peux très bien utiliser les permissions que l'on a montrées pendant le live coding pour l'ensemble des navigateurs que tu souhaites cibler. Ok, on a une question sur votre droite. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai oublié ma question. Non. C'est pas grave, moi j'en ai une. Ouais. En fait, on n'a pas pu lire ce qu'il y avait sur vos casquettes. Qu'est-ce qui est écrit sur vos casquettes ? Make browser extensions great again. Ok. Voilà. On avait une question à l'étage ? Oui. Vas-y, Samuel. Est-ce que vous avez développé une extension chez ODrive ? Et est-ce que vous avez rencontré des limites sur les API des navigateurs ? Très bonne question. On avait un POC, on a développé un POC dans le cadre d'un projet ceux qui étaient l'année dernière se souviennent, qui s'appelle Easy Transfer. Maintenant, on n'est pas allé plus loin. C'est un projet qui reste en suspens pour le moment. Et ce projet, s'il voit le jour, devrait utiliser des fonctionnalités des Web Extensions et notamment la possibilité d'envoyer des messages à une application native.
Sinon, ça va vraiment être plus, en fait, vraiment un truc de productivité. Ça va vraiment être les gens qui vont se dire, tiens, ça peut me faire gagner du temps. On a Adrien dans l'équipe qui a fait une petite extension parce qu'il en avait marre de ne pas voir les liens Jira. Du coup, il voulait ajouter du contenu. Donc, ça peut être des choses comme ça. Vous pouvez aider vos QA, vous pouvez leur proposer des petits trucs sympas, vraiment leur faire gagner du temps. Mais on n'a pas de vraiment gros niveau produit, en fait, de mise à l'échelle qu'on aurait pu faire sur le sujet, quoi. Question à l'étage. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez des tests sur vos extensions? Et si oui, est-ce que vous avez résolu le problème du test headless? Alors, je vais parler du test d'abord et ensuite le headless. J'ai pas de réponse. Mais concernant le test unitaire sur les extensions, la toolbox dont on a parlé pendant la présentation, donc Web Extension Toolbox, permet de faire des tests unitaires avec Jest. Et donc oui, pour le test headless, je n'ai pas de réponse malheureusement. Allez, une dernière question. Là-bas. Bonjour. Est-ce qu'il y a possibilité de faire communiquer des extensions, donc déclencher une autre extension en fonction d'une action ou autre? Je crois que oui, avec les send messages. Ok. Il me semble que oui. Je le crois sur parole. Ok, merci. Ok. Quelle est la meilleure question selon vous? Je te laisse choisir. Ou alors la plus pourrie, parce que... Ah Ça, c'est vous qui voyez. non, mais je pense que la question sur le test est intéressante. Allez. À l'étage? Ouais. Merci beaucoup. Merci.